Bon matin à tous. Charles Dany, vice-président régional. Je suis en compagnie de Maxime Lemieux, qui est gestionnaire de portefeuille de Frontières Nord. Ce matin, je vous invite non seulement à écouter la thèse de ce que Maxime va nous jaser, mais j'aimerais vraiment que vous considériez Frontières Nord comme étant une solution. C'est un mandat canadien qui est bien diversifié. On parle d'à peu près 120 titres. C'est un mandat canadien aussi qui est concentré, qui est peu concentré par secteur. Et c'est un fonds qui a 30 ans, imaginez ça. Il y en a peu au Canada. Donc, en 96, c'est la même année que Max s'est joint à nous. Il y a des grands noms comme Alan Radlow, Stephen Binder qui ont passé là, mais Max s'en occupe depuis une quinzaine d'années déjà, plus de 15 ans en fait. Max, merci d'être avec nous. On a une trentaine de minutes pour jaser d'un paquet de choses. Oui, et c'est jamais assez long. C'est jamais bon assez long. Bon matin à tous. Bien, bon matin. Je commence par, j'ai donné quelques stats. Comment ça se fait que Maxime Lemieux performe quand les marchés vont mal? Écoutez, il n'y a aucune garantie, mais on essaie d'offrir une forme de stabilité. Il faut comprendre que ça a toujours été un style de gestion qui s'est ressemblé année après année. Évidemment, on évolue dans le temps. Il faut garder un esprit ouvert. Le marché canadien n'est pas toujours un marché extrêmement diversifié, donc il faut toujours être là pour certaines opportunités. Puis des fois, on s'entend que c'est un fonds que, je dirais, la majorité du temps, est axé beaucoup plus sur la qualité, durabilité à long terme, à quel point un modèle d'affaires peut être soutenu et avoir des avantages compétitifs. Donc, c'est toujours de l'analyse d'entreprise. C'est pas basé sur de la spéculation. Comme on le sait, le turnover du fonds est quand même relativement faible. Ça va aussi entre 25 et 35 dans une année normale. Quand il y a des changements de cycle, bien évidemment, ça peut monter à 100 mais ça va être temporaire. Évidemment, on ne commencera pas à débattre des cycles, parce que je pense que ça doit être enseigné à l'université de façon très différente versus notre époque, Charles. Mais je vous dirais que c'est vraiment axé sur la qualité, mais aussi axé sur... On ne se compare pas à l'indice. On essaie d'analyser le risque en absolu. Ça a toujours été notre approche, comme tu le sais. Et c'est ce qui fait en sorte que quand il y a des baisses ou quand on sent qu'il y a de la surchauffe, bien souvent, ce n'est pas nécessairement dans ces secteurs ou ces titres-là où on aura des surpondérations. Et ça, c'est... Du coup, on peut dire que c'est une résultante de cette approche qui est axée également sur la diversification. Tu as nommé Alan Radlow tout à l'heure, qui a été mon mentor, en fait, dès mon arrivée en 96. Je me souviens, Alan m'avait toujours dit, on ne peut jamais acheter l'expérience. Ça vient avec le temps. Puis même après 30 ans, on fait encore des erreurs. Et dans un deuxième temps, bien, je veux dire, c'est la diversification. Alan m'avait toujours dit, un portefeuille bien diversifié à long terme va toujours avoir de bonnes performances. Et puis, c'est deux principes, si on veut, que j'ai incorporés dans ma façon de faire au quotidien. Et puis, j'aime bien le fait qu'on puisse offrir des rendements qui vont être moins volatiles. Donc, j'aime savoir que nos actionnaires puissent dormir la nuit. Et puis, ça fait partie du principe de base, bien gérer le risque. Et l'an dernier, on s'entend que les titres orifères ont été un des plus gros contributeurs, si on veut, à cette hausse phénoménale du marché canadien. Plus le fait que, tu te rappelles, il y a un an, on parlait de la première salve, la première grenade de nos voisins du Sud, à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec les tarifs, premier lundi du mois de février. Je me rappelle, on s'était parlé cette journée-là. Si tu m'avais demandé, Maxime, au 30 décembre 2025, quelles sont tes prédictions pour l'indice canadien? Jamais j'aurais fait une prédiction que le marché aurait été aussi performant. Mais je pense que c'est la résultante du fait que le libre-échange est toujours présent. Donc, même si on a des tarifs, nos tarifs globaux incluant le libre-échange sont quand même beaucoup plus faibles que tous les autres pays. Le marché canadien a très bien performé également parce que même si le pétrole est à la baisse, on pourra en parler, la profitabilité de nos entreprises pétrolifères, elle est plus élevée qu'avant, dû à des escomptes qui sont moins fortes sur nos exportations. Maintenant, on exporte également en Asie avec les nouveaux oléoducs, Trans Mountain. Le prix de l'or. Le prix de l'or l'an dernier a augmenté de 60 %. Les titres canadiens ont augmenté d'à peu près 120 % dans l'indice. Le double. Oui, donc ça fait en sorte que même la devise canadienne s'est bien maintenue parce que c'est quand même un marché associé aux ressources. On ne parle même pas ici de nucléaire. Se rappeler que le nucléaire, les deux entreprises qui contrôlent les technologies nucléaires sont basées au Canada. C'est Brookfield qui détient Westinghouse, avec Cameco également, qui est actionnaire de Westinghouse. Et on a Atkins Realis, l'ancien SNC, qui détient le fameux réacteur Candu. Donc, ça fait quand même 2 sur 3 joueurs. Il y a un autre joueur asiatique.
Donc, ce que je veux dire, le Canada a eu une année parfaite au niveau des ressources, des banques, on s'entend, même si on a un taux de chômage de 7 les banques canadiennes ont quand même extrêmement bien performé parce que les pertes sur prêt sont beaucoup plus faibles que prévu. Se rappeler une chose, puis ça, on en parle depuis un an, et puis ça, je l'ai peut-être réalisé un petit peu sur le tard, malheureusement, c'est que tout ce qu'on appelle catégorie subprime, hein, des prêts de moins bonne qualité, ça a été les années chaudes des années 2000, 2002 à 2008, 2009. Avec les nouvelles réglementations, etc., les banques canadiennes, tout comme les banques américaines, détiennent beaucoup moins de prêts à risque et là, on en voit les résultats. Donc, c'est quand même phénoménal. On verra ce qui va se passer avec les banques dans un avenir proche. L'intelligence artificielle va s'incruster tranquillement dans les façons de faire, dans les procédés. Évidemment, un taux de chômage à 7 il ne faudrait pas que ça augmente beaucoup plus parce que dans les cycles passés, quoique, il faut faire attention. Un cycle passé n'est pas garant d'un cycle futur, mais peut-être qu'on va assister à des mini-cycles et avec des cycles plus allongés ou des économies qui vont rester plus résilientes parce que c'est une économie qui a vraiment changé versus les autres années auparavant. Mais peut-être que, même à un taux de chômage à 8 peut-être que les banques sont quand même mieux protégées qu'elles l'étaient dans le passé parce que souvent, en haut de 7 de chômage, c'est là où on voyait des défauts sur certains prêts. Mais bref, la Bourse canadienne l'an dernier, ça a été une année exceptionnelle pour toutes ces raisons-là. Et puis, comme tu le sais, j'ai toujours eu une règle subjective dans ma façon de gérer le risque, c'est-à-dire que quand les titres orifères dépassent 10 j'ai vraiment de la difficulté à me convaincre d'aller beaucoup plus haut que ça. Fait que c'est une partie de ta gestion de risque. Exactement. Et puis, on s'entend, avant que l'or décolle, on était présent dans l'or. On était légèrement au-dessus de l'indice. Donc là, ça ne veut pas dire que je les détiens aujourd'hui, mais Agnico, Franco-Nevada, qui est une compagnie de royauté, même l'ETF, le GLD, puis il y avait d'autres, quelques petits noms. On était présents, mais là, éventuellement, ça a décollé. Puis éventuellement, c'est plus le cycle avance dans cette forme de spéculation-là ou dans les autres compagnies de métaux, bien, on passe des grandes capitalisations vers les petites, moyennes capitalisations. Donc, le risque se déplace. Donc, tout le monde est entiché par l'appât du gain qui va être plus excitant dans un plus petit joueur qui est peut-être plus relié à l'exploration ou une mine qui va ouvrir plutôt qu'une mine qui est mature. Donc, ça, c'est ce qu'on voit et on essaie de faire attention à ça. Et cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en amont. C'est vraiment une question de gestion du risque. Combien on veut en avoir? Tu sais, on parlait du cuivre. Le cuivre, on est quand même très, je vous dirais, on a une vue, c'est personnel, vue positive par rapport au long terme. Tout ce qui est demande future par rapport à l'énergie renouvelable, plus les réserves mondiales, cuivre, métaux rares, je veux dire, la géopolitique, là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on en a tellement parlé, puis ça n'a pas vraiment changé. Hein? On dirait que le roadmap est un peu le même que ce que c'était versus il y a un an. C'est un petit peu un land grab. Hein? Donc, tout ça, la géopolitique, c'est venu alimenter le prix de l'or aussi, ainsi que le fait que le Bitcoin est en train de pas disparaître, mais c'est intéressant de voir que curieusement, depuis que les technologies quantum, l'ordinateur quantique, tout ça, même s'il n'y en a pas vraiment encore sur le marché, apparemment, ils seraient capables de briser les codes pour les crypto-monnaies. Donc ça, c'est à voir, à surveiller, mais on verra. Et puis si le crypto continue à baisser éventuellement, ben c'est ça. Hier, il y avait un stratège qui parlait de ça. Ça peut avoir des effets secondaires dans le marché parce qu'il y a des gens qui vont peut-être devoir en vendre encore plus, puis pour escompter ou amortir des pertes, ils vont devoir vendre d'autres titres qu'ils détiennent. Donc, crypto, oui, c'est une chose, mais il y a des tentacules. Donc, tout ça pour vous dire que l'an dernier, c'était vraiment plus une question de gérer le risque parce que des compagnies de métaux rares, on en avait déjà dans le fond, même avant la COVID. La transition énergétique, tout ça, l'avènement du véhicule électrique, je me rappelle, on détenait du lithium là, avant la COVID ou pendant la COVID, donc, puis les compagnies orifères, comme je vous dis, on en détenait. Sauf que là, on n'en détiendra peut-être pas 20 si l'or devient 20 de l'indice, même s'il y a encore une tendance de fond qui semble être porteuse. Et on verra aussi ce qui va se passer. Hein? Le déclin qu'on vient de voir, c'est le nouveau président de la Fed. Justement, tu disais à la blague, on dirait que dans les dernières semaines, il y a 5 ans qui se sont passés quand tu es rentré dans le studio. Oui. Puis on se voit presque d'une manière quotidienne au bureau. Oui. Puis tu dis que c'est vraiment occupé de ce temps-ci. Absolument. Puis hier, j'étais me faire raser la tête. J'avais juste 3 cheveux qui me restaient, mais je trouvais que ça dépassait un petit peu.
Mais oui, j'ai l'impression que depuis le début de l'année, l'an dernier, on se rappelle, il y avait DeepSeek, le fameux modèle AI qui venait de la Chine, plus la géopolitique qui commençait. Mais là, c'est un continuum, même en fait depuis le début de l'année, hein, que ce soit le Venezuela, le Groenland, les escarmouches entre Carney, Trump, le fameux discours de Carney à Davos, l'attaque ciblée sur Bombardier récemment. C'est phénoménal, Charles, d'observer à quelle vitesse en ce moment les marchés bougent par rapport aux nouvelles. Ce sont des nouvelles qui ont des conséquences importantes. Tu sais, je veux dire, l'annonce qu'on vient de voir hier de Claude, le modèle AI d'Anthropic, ben ça, c'est quand même important parce que là, ils ont annoncé qu'ils allaient dans le domaine juridique. Pas pour la Bible du monde juridique, le fameux Westlaw qui est détenu par Thomson Reuters, mais pour tout ce qui est autour, tu sais, les assistants juridiques, comment composer un contrat potentiellement, faire une vérification, contre-vérification. Donc, c'est pas nécessairement le corps, le nœud même, mais c'est tout ce qui vient alentour. Puis après ça, est-ce que ça fait en sorte que ça va augmenter la compétition? Donc, pour Thomson Reuters, c'est important. Pour RELX, compagnie en Europe, c'est important. Et là, hier, depuis quelques jours, en fait, le marché escompte un peu peut-être le pire des scénarios, ou en tout cas une continuité, où plus ces modèles-là vont se peaufiner, s'améliorer, ça va continuer à toucher à des nouvelles industries de services ou de ce qu'on appelle les infoservices, que ce soit dans le domaine financier, domaine médical, etc. Je veux dire, jusqu'où ça va? Les jeux vidéo. Donc, même Shopify a perdu beaucoup depuis 2-3 jours, alors qu'il n'y a rien de visible en ce moment, à savoir en quoi le modèle va être affecté si ce serait qu'un nouveau compétiteur, dont toute l'architecture serait basée sur sur l'intelligence artificielle. Oui. Il faut vraiment analyser chaque entreprise. Parce que je pense que le spectre de l'intelligence artificielle, il y aura quand même des gagnants. Et quand il y a, si on veut, un nuage noir comme ça, là, qui est au-dessus de tout le secteur, je pense qu'il faut faire attention, puis il y a peut-être des opportunités. Et se rappeler aussi qu'on est dans un marché qui est de plus en plus passif. Les ETF, tu peux avoir un ETF qui Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ciblé ça? sur le logiciel, mais qui peut inclure des compagnies comme Shopify ou d'autres non, qui ne sont pas nécessairement autant à risque. Mais parce que les gens vont vendre des ETF, les joueurs qui peuvent être plus résilients se font vendre également. Donc, c'est vraiment fou à quelle vitesse tout ça se produit. Puis, ce que j'en pense, c'est que l'ETF, ça continue. Je veux dire, on le voit chez nous, on en offre de plus en plus. Bon, c'est des ETF actifs. Oui. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu l'an dernier des entrevues avec des investisseurs chevronnés là, à New York. Puis, à quel point la réalité est la suivante. C'est que les professionnels de placement comme nous, tantôt tu mentionnais 30 ans là, de service, on se sent un peu comme des survivants, là. C'est-à-dire que c'est plus nous qui dictons toujours le ton par rapport à ce que vaut une entreprise, un titre boursier. Parce qu'il y a trop d'argent, on s'entend, là, l'argent de monsieur, madame, tout le monde ou des petits investisseurs, bon, là-dedans, il y a sûrement des milliardaires, là, mais ce qu'on appelle des individus plutôt que de l'institutionnel, bien, c'est quand même, grosso modo, là, 15 à 20 du marché. C'est exactement comme la bulle tech en 2000. C'est comme la COVID. Le fait qu'il n'y a pas de frais de commission, le fait qu'il y a de la recherche qui est disponible pour monsieur, madame, tout le monde, ça ne veut pas dire qu'ils la lisent au complet ou qu'ils comprennent exactement l'impact. Mais je pense que même si on est moins important en pourcentage du marché, je pense qu'à long terme, les évaluations qui sont chiffrées pour valider ce que vaut une entreprise, ça va éventuellement primer. Se rappeler du la fameuse phrase de Warren Buffett qui était le marché boursier, c'est un peu un marché où on vote à court terme, hein, c'est basé sur le sentiment, mais à long terme, on va le peser. C'est une balance où il y aura un chiffre pour quantifier la valeur. Donc ça, je pense que je ne change pas mon opinion par rapport à ça, Charles. Excellent. Il faut absolument parler du libre-échange oui. canadien, l'impact, qu'est-ce que ça va avoir. Toi, comment est-ce que tu fais pour évaluer la situation présentement oui. et dans le futur? Là? Écoutez, c'est important d'en parler. Voici la mécanique de ce que je comprends à partir des lectures. Donc, juillet, c'est l'expiration de l'entente actuelle et elle doit être renouvelée.
Si elle est renouvelée, c'est pour 10 ans. Il y a évidemment des conversations en ce moment. C'est important pour le Canada, c'est important pour les États-Unis. Beaucoup d'entreprises américaines font du lobbying auprès de Washington parce que beaucoup auraient également à perdre si demain matin on revient à l'ancien régime pré-87. Mexique, même chose. La réalité, c'est que si elle n'était pas renouvelée, elle doit être reconduite pendant 10 ans malgré tout, mais être revue à chaque année par un comité. Là, je ne sais pas exactement comment ce fameux comité serait formé, quel serait son pouvoir. Mais voici le point le plus important. Il ne faut pas oublier que voici, à partir de juillet prochain, un des 3 pays, ou les 3 pays, s'ils ne sont pas heureux ou satisfaits de continuer dans ça, ils ont le droit de donner un préavis de 6 mois afin de s'exclure de l'entente. Donc, le pire des scénarios, ce serait que dans 1 an, on se retrouve avec plus de libre-échange parce que les Américains ont décidé de sortir de l'entente. Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, juste vous rappeler, la semaine dernière, malgré les échanges entre Trump et puis Carney, Scott Bessent, secrétaire au Trésor, comme vous savez, qui est un peu une voix, la voix un petit peu plus douce ou subtile de Donald, mentionnait ou donnait des conseils à M. Carney par rapport à comment gérer la situation. Et puis, en fin de compte, M. Bessent avait l'air quand même d'être encore constructif. J'ai oublié les termes qu'il a utilisés, mais quand on parlait de l'éventualité d'un renouvellement au mois de juillet, il semblait quand même croire que ça allait dans la bonne direction. Mais bon, tout peut changer, Charles. Il n'y a pas de doute. Donc, il faut faire attention. Et encore là, ici, diversification. On n'est pas dans un fonds où 50 du fonds se retrouve dans de l'industriel, où là, demain matin, les compagnies vont être sujettes à des nouveaux tarifs si jamais il n'y a pas de libre-échange. Donc, je pense qu'on aura quand même du temps pour surveiller tout ça, mais il faut parfois utiliser de l'intuition, du jugement, parce que, comme tu le sais, quand les chiffres sortent ou quand la nouvelle sort, bien souvent, il est trop tard. Il y a eu un stock dans la dernière semaine qui a semblé avoir un tarif absolument aléatoire. Puis les choses ont bougé très rapidement. Oui. Comment est-ce que vous réagissez, vous autres, comme équipe de recherche, quand la donne change à minuit le soir, basé sur à peu près rien? Ce titre-là, c'est un peu une secousse. Un petit peu de turbulence. En fait, c'était Bombardier, on peut en parler. C'est que M. Trump était fâché, apparemment, que Transport Canada n'ait pas encore homologué les derniers jets de Gulfstream. On s'entend que Gulfstream ne doit pas avoir beaucoup de ventes au Canada en ce moment. Je pense qu'ils ont peut-être un truc au niveau militaire là, avec la défense canadienne, mais sinon, je pense qu'avec tout ce qui se passe depuis 1 an, un milliardaire canadien a plus de chances ou peut-être plus d'intérêt à acheter un jet de Bombardier. Mais bref, ça a donné une secousse parce que là, le risque, c'était de mettre En fait, le risque ultime, c'était il avait mentionné qu'il pouvait décertifier. Donc, quand il y a certification de tout jet, tout avion construit au Canada, donc pas juste Bombardier, ça peut être un Airbus. Mais bref, qu'est-ce qu'on fait dès que j'ai vu la nouvelle sortir? Ça ne veut pas dire qu'on était actif dans le titre, ça ne veut pas dire qu'on le détient aujourd'hui, mais dès que c'est sorti, parce que je fais ça avec, ta bonne job je fais ça avec conformité, plusieurs entreprises, là, que Ouais, je ouais, les ouais. détiens ou non, quand il y a une nouvelle importante de ce genre-là qui sort, surtout quand c'est des capitalisations importantes, Bombardier, c'est quand même 25 milliards, j'appelle tout de suite mon analyste. Bon, il était déjà chez lui, j'entendais ses enfants crier en arrière, mais bon, on se parle tout de suite. Lui a appelé l'entreprise. À 9h30, on avait une note de recherche qui était déjà sortie. On a continué à se texter. Le lendemain matin, avant l'ouverture, on se reparle. Donc, j'avais une idée précise de à quoi m'attendre à 9h30 le lendemain. Parler également avec mes traders. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'eux entendent des autres trading desks de plusieurs autres grandes banques, peu importe où ils sont situés dans le monde. Donc, on était prêts. Et puis, le titre a peut-être mieux performé qu'anticipé, mais avec l'information qu'on avait récoltée, qui n'était rien de privilégié, c'était basé sur les faits qui sont publics, puis basé sur notre expertise, notre expérience, puis évidemment, parler à l'entreprise également par après. Elle-même, l'entreprise a été vocale. Ils ont mis un communiqué de presse. Et puis la ministre également, fédérale,
Je l'avais entendu à la radio le lendemain matin, tout ça. Donc, c'est sûr qu'une industrie aussi importante que l'aérospatiale, on l'a vu dans les ententes avec l'Europe et les autres ententes que l'administration Trump a conclues dans la dernière année, l'aérospatiale n'a pas été touchée par les tarifs parce que les Américains sont des exportateurs nets dans tout ce qui est ce segment d'aérospatial et c'est une industrie qui est très niche. Et Bombardier, en passant, est très présente également aux États-Unis. Mais il faut garder en tête quel est le pire des scénarios. Et c'est ça, à ce moment-là, avec mon analyse, on regarde. Si jamais ça se produisait, c'est quoi le risque potentiel? Et puis, on en parlait il y a 1 an. Quel était le risque d'une entreprise, pas juste Bombardier, n'importe quelle entreprise industrielle canadienne qui fabrique majoritairement ses produits au Canada? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact d'un tarif? Quel est l'impact d'un dollar canadien plus faible ou plus fort? On commence à être habitué, là. Malheureusement. Bon, écoute, le temps file. Je veux juste m'assurer qu'on parle un peu de ton portefeuille. Tu as à peu près, t'as au-delà de 100 titres, de ce que j'ai vu dans les derniers rapports, à peu près 120. Un petit peu à l'international. Tu as le droit d'aller jusqu'à 10. Tu es à peu près dans ce coin-là. Tes positions liquides sont assez faibles, somme toute. D'habitude, ça, c'est un indicateur de pessimisme ou d'optimisme pour Maxime. Oui, tout à fait. Et puis, le restant, est-ce que tu peux nous donner comme une brosse, nous brosser un portrait rapide de Frontière Nord aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a l'air? Écoutez, l'économie aux États-Unis, il y a une demande latente là, pour tout ce qui est industriel, tout ça, les fameux PMI, des indicateurs de commandes de gros joueurs dans l'industriel sont en train de revenir un petit peu après 3 ans. Hein. Ça a été depuis 2022 là, il y a toujours des fausses attentes. Et puis là, on le voit à travers même une compagnie privée qu'on détient, qui est dans l'automatisation. C'est intéressant de voir leur carnet de commandes depuis 3 mois. C'est vraiment en augmentation importante. Et plus que ces compétiteurs de grandes entreprises publiques globales. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une reprise. On le voit à travers la saison des trimestres là, qui sortent en ce moment. On le voit que les backlogs de plusieurs gros joueurs sont en train de revenir un peu. Ça ne veut pas dire que ce sera un cycle normal. Parce qu'il faut s'entendre que tout ce qui est dépenses en mobilisation aux États-Unis, c'est quasiment le 3/4 qui est relié au centre de données, hein, tout ce qui est encore la tangente. Si élevé que ça. La tangente AI, et puis on a vu Google, Meta, Amazon, Microsoft, ils investissent encore énormément cette année. C'est encore en hausse. On parle écoute, c'est des milliards, des centaines de milliards de dollars, ce qui fait que eux, leur free cash flow est sous pression. Et là, on voit que c'est un marché. Donc, si l'économie reprend un peu, et que les investisseurs ont peur pour certaines compagnies de technologie, ou pas nécessairement pour leur profit, mais leur retour sur leur investissement ne sera peut-être pas comme avant. Donc, moins alléchant, donc peut-être des évaluations un peu plus faibles. L'argent va se déplacer. Les métaux ont augmenté beaucoup l'an dernier. Si le cuivre reste à 6 $ ou si l'or reste à 5 000, c'est sûr qu'il y a plein d'entreprises minières en ce moment qui ne sont pas nécessairement dispendieuses. Ils ont un bon retour sur le capital, ils ont du free cash flow, exactement comme ce qu'on a assisté en Alberta depuis quelques années. Des entreprises qui se sont améliorées, où il y a eu de la consolidation, puis on se retrouve avec un free cash flow de quasiment 10 %, ce qui est quand même très sain. Dans un environnement où la commodité, le pétrole n'a pas trop bougé, là, il se promène entre 60 et 80, mais bon, tout ça pour vous dire que ça reste quand même porteur. Donc, le fonds est investi en majorité, comme tu as mentionné, pour une forme de reprise, du moins, et toujours en étant sélectif, Charles. Et puis ça, je pense que c'est toujours essayer de choisir des titres, des entreprises qui vont pouvoir se différencier, qui ont une façon de jouer leurs cartes, peu importe ce qui se passera avec des tarifs ou avec la géopolitique en arrière-plan. Et ça n'a pas changé. Je mentionnais une entreprise privée. En fait, on en retrouve maintenant 4 dans le fond. C'est tout petit, c'est à peu près 1 % du fonds. Mais on est sur le terrain. On surveille ce qui se passe. Et ce sont des entreprises qui ne sont pas reliées au monde du logiciel. Donc, c'est des entreprises qui peuvent bénéficier des tendances qu'on voit en ce moment. Et ça m'excite beaucoup. Et ça fait partie du processus de diversification. Donc, on va continuer à être actif dans les métaux. C'est incroyable qu'un gestionnaire de portefeuille qui gère des milliards entre 5 et 6 s'attarde à aller jouer dans des corporations qui sont encore privées pour moins de 1 % du portefeuille. Oui, mais c'est pour être présent quand elles vont aller public. On aura déjà une relation, on connaîtra déjà intimement leurs entreprises. Donc, ça nous permettra éventuellement d'être un plus gros actionnaire.
Et qui sait, peut-être qu'ils n'iront pas public, peut-être qu'il y en aura une qui va se faire acheter. J'espère que non, parce que quand on fait tout ce travail-là en amont, comme tu le dis, là, quand on gère 7, en fait, c'est plus proche du 8. Excuse-moi. C'est pas grave. Non, écoute, on compte plus. On compte plus. Ça fait longtemps qu'on compte plus, Charles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est demandant. Tu as tout à fait raison. C'est comme quand parfois on achète une petite entreprise, un small cap qui est en bas de 100 millions. Mais quand on fait ça, c'est parce qu'on veut que ça soit du 2X, 3X de rendement. Là. On ne fait pas ça pour faire de la charité chrétienne. Là. Je veux dire, ça me fait plaisir d'aider, mais je veux dire, c'est laborieux. Donc, il faut avoir une visée encore, une vue à long terme, un horizon à long terme. Donc ça ne change pas. Je pense que cette année, ce qui est important de surveiller, ça va être la géopolitique, les taux d'intérêt. Évidemment, M. Warsh, qui est un nominé, qui vient d'être élu, ou choisi en fait par M. Trump pour la présidence de la Fed, très important. Ça, c'est un ancien acolyte de M. Druckenmiller qui gère son family office, qui lui avait fait fortune avec George Soros à l'époque. Donc, ça fait 2 personnes qui connaissent intimement le monde de l'investissement. M. Warsh va être à la Fed et M. Bessent, qui également avait travaillé chez Soros avec M. Druckenmiller. Donc, c'est très intéressant de voir que les 2 acteurs les plus importants en ce moment sont des gens qui ont été des investisseurs. Donc, à quel point ça va changer la donne? Est-ce que ça me rassure? Ça dépend de leur relation avec le grand chef. Mais on va voir ce que ça va donner. En ce moment, les attentes, c'est peut-être qu'à court terme, les taux d'intérêt pourraient baisser un petit peu. Mais surveillons toujours les taux long terme. On en a parlé à chaque fois qu'on fait des webcasts. C'est les 10 ans qui comptent, les 30 ans. L'immobilier américain, les hypothèques 30 ans sont encore juste à 6 %. Il commence à avoir de la demande. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le choix, doivent acheter une nouvelle maison, une plus grande maison. Mais tant que ça ne baisse pas encore un peu plus, c'est difficile d'estimer ou de prévoir un boom immobilier qui pourrait être très porteur. Donc, je pense que ça va être une économie qui va être diversifiée, qui va continuer à croître avec des investissements en immobilisation, comme on a mentionné, le onshoring continue, évidemment. Donc, c'est toutes ces tendances-là. La militarisation, on n'en a même pas parlé. Les investissements en défense, c'est énorme pour le Canada. Puis ça va restimuler ou amener à ramener à niveau notre, si on veut, tout l'industriel canadien qui a été décimé depuis 1987. L'industriel au Canada, c'est à peu près 20 18 de l'économie ou du marché boursier. On est tombé à 8 Il faut que ça remonte. Exactement. C'est pas vraiment viable si ça restait à ce niveau-là. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnés. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!